Le radar me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les bips, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les bips. Les zips. Et le trip. Y a pas que ça qui l'a perdu. Bonjour la commu, on est de retour dans le podcast Bip Zip Trip avec mon frère Benjamin qui habite au Québec. Bonjour Benjamin. Salut Matt, ça fait très longtemps. Ça fait un bail, on a reçu plein de messages genre ouais, vous nous manquez. Quand est-ce que vous reprenez Bip Zip Trip Ma vie n'a plus aucun sens. Ouais, on a envie de savoir votre vie personnelle, comment ça se passe, les films Ouais. et tout. Comment tu vas Benjamin? C'est quoi les nouvelles? La dernière fois qu'on a fait le podcast, c'était il y a 1000 ans, Ouais, non c'était en début d'année. La librairie a été vendue, donc je suis plus libraire actuellement. Je suis au chômage et en même temps je travaille pour Post Canada. C'est un changement de vie. Tout à fait. Je continue le dessin. Je me disais au bout d'un an j'achèterais une tablette graphique et donc j'ai fait ça. Non. J'ai une tablette graphique. Oui. Yay! Oui, madame. Et bien Ah, sûr. tu le vois pas mais je fais une danse de la joie. Ouais, la danse de la joie. J'adore. Et toi? Beaucoup de spectacles toute l'année, hein. C'est un peu presque ma résolution chaque année, de faire toujours un peu plus de spectacles. Donc voilà, Ah, c'est je cool. me suis beaucoup amusée. Il y en a un qui sera dans ma carte blanche, donc je te spoil pas. Oh, y a pas de problème. Il y a encore des petits spectacles qui m'attendent sur la fin de l'année, puis voilà quoi, je m'amuse. L'année 2025 touche à son terme. Oui, C'est quoi ton bilan de cette année? c'est passé très très vite, hein. Beaucoup de hauts, mais surtout beaucoup de bas. Ok. Mais ça va. Ça va. On s'accroche. Ouais, enfin pas beaucoup de bas, mais des bas un peu longs et puis tu sais où t'es là, vas-y, il y a toujours du bas quoi, il y a jamais du haut partout. Tu vois quand c'était Ouais, je comprends. bas sur un poste, ça allait sur l'autre, puis après ça a été l'inverse. Enfin, ouais, pas fun. Ouais. Après, je me suis quand même régalée sur plein d'autres trucs. Parfait. Et toi, ton année 2025, tu la vois comment? En fait, j'ai l'impression que 2025, ça a été vente de librairie, voyage en France, retour de librairie, et qu'est-ce qu'on fait après? C'est pareil, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Donc quand on était dans la phase de vente, ça va, on avait un objectif clair, avec une volonté claire d'aller en France et tout, c'était super chouette. Ouais. Voyage en France, retour de France, un peu compliqué. Là, ça commence en fait à se tasser un peu. En fait, là, j'ai pas vraiment même pas un temps partiel, quoi. Donc je prends du temps vraiment pour moi. J'essaie de pousser les angoisses du putain, je fais rien. Ouais. Et j'essaie juste de me dire, je fais déjà un petit peu parce que je suis à Post Canada et je commence à aller à travailler dans tous les petits bureaux de poste un peu marrants de la région éloignée là. Ouais. Mais ça fait pas un salaire, c'est clair. Et tant que j'ai le chômage, j'essaie de prendre le temps pour moi. Et je pense que 2026 va être la même chose. Voilà, Ok. prendre temps pour soi et voilà. Ce qui est pas facile. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Bon, de quel film on parle aujourd'hui, Benjamin? Eh ben, on va parler de... Spider-Man. Eh ouais, Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco et Willem Dafoe, sorti en 2002. Ouais, tu nous fais un petit résumé? Ben oui, je fais un petit résumé. Pour les deux du fond qui n'auraient pas vu le film. Et il y en a, je les connais. C'est vrai? Bon bah les deux du fond là, écoutez bien. Peter Parker est un jeune étudiant new-yorkais qui se passionne pour les sciences, la photographie et surtout sa camarade de classe qui répond au nom de Mary Jane Watson. Mais Peter Parker est timide, mal dans sa peau, rêveur, désorganisé. On peut dire également qu'il subit du harcèlement scolaire, notamment de la part de Flash, la brute du lycée, Flash Thompson. Ouais. Cependant, Peter Parker peut compter sur certaines relations relativement saines, notamment son ami Harry Osborn, joué par James Franco, fils du grand industriel scientifique Norman Osborn, joué par Willem Dafoe. Également, son cercle familial est plutôt sain puisque Peter Parker, quoique visiblement orphelin, vit chez sa tante May et son oncle Ben, un couple assez âgé et qui sont de véritables crèmes dessert avec Peter. Mais voilà,
Alors qu'il participe à une sortie scolaire dans un laboratoire scientifique, Peter se fait mordre par une araignée modifiée génétiquement, ce qui va lui procurer un certain nombre de super pouvoirs. Donc il y aura par exemple le sens des araignées, là, le 6e sens, grimper au mur, gagner en masse musculaire, tisser des toiles avec ses poignets, et puis une agilité de fou, quoi. En miroir, Norman Osborn, père de Harry, l'ami de Peter, pressé par le temps pour décrocher un contrat techno-militaro-industriel avec l'armée américaine, décide de s'injecter lui-même et prématurément une vapeur verte créée de son cru pour prouver son efficacité. Cela aura pour répercussion de lui infliger un dédoublement de personnalité à la manière de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et de mener à la naissance donc du bouffon vert. New York sera donc témoin d'un combat épique entre Peter Parker alias Spider-Man et Norman Osborn aka le bouffon vert. Dans ce teen movie sauce Marvel, notre héros suit un chemin initiatique, d'abord dans la maîtrise de ses super pouvoirs, ensuite dans l'affirmation de soi et finalement avec cet enseignement si connu du film insufflé par son oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, t'en as pensé quoi du film? Écoute, moi je le regarde encore régulièrement, ce film, je dois l'avouer. C'est quoi la fréquence? Je sais pas, je pense que la dernière fois que je l'ai regardé, c'était il y a quelques mois. Tu sais, c'est quand, je sais pas, j'ai pas accès à Internet ou je sais pas quoi regarder, j'ai envie de me regarder un film un peu réconfort, tu sais, les films que tu connais, quoi. Ok. Je le regarde pas tous les ans, mais une fois tous les 2-3 ans, un truc comme ça, je pense. Et seulement lui ou la suite? Surtout lui, avec le Docteur Octopus, ça m'est arrivé de le revoir un petit peu, mais moins fréquemment. Et le 3e, il me semble, c'est quand il a le costume noir. Tout à fait. Lui, je l'ai moins vu, je l'ai en très mauvaise qualité. C'est surtout pour ça. Ok, c'est tout. Ouais. Parce que bien sûr, tu les télécharges légalement. Ah oui, je paye et tout, mais en fait, quand j'ai téléchargé légalement, il y a eu un couac, je pense, dans le téléchargement, et du coup... Alors, ce film, donc, c'est un film de Sam Raimi. Ouais. Qui c'est que c'est, Sam Raimi? Mais c'est qui ça, Sam Raimi? Sam Raimi, il est d'abord connu pour sa trilogie de films d'horreur des années 80 qui s'appelait Evil Dead. C'est des films assez cultes, un peu gore, dans une maison paumée au milieu des bois, et il y a comme une bande d'amis qui vont être tourmentés et possédés par des sorcières. Donc c'est un film très années 80, très slasher, tout ça là, mais avec un petit côté un peu cartoon. Ok. Faut noter que l'horreur n'est pas le style de prédilection de Sam Raimi, il le dit lui-même. Il tire beaucoup plus ses références dans le burlesque et le dessin animé, type Tex Avery. D'ailleurs, on le sent bien dans Evil Dead 2, qui est comme un remake et une suite d'Evil Dead 1. C'est un réalisateur qui est plutôt touche à tout, genre pour essayer de ne pas se cantonner à un seul genre. Son souhait de faire une adaptation d'un film de super-héros, il l'a depuis un certain temps. Avant de faire Spider-Man, il avait un peu essayé de voir s'il pouvait pas faire un Batman dans les années 80-90, mais c'était déjà en production. Je pense que c'était Tim Burton à l'époque qui faisait déjà des Batman, et donc en 1990 il réalise le film Darkman, qui est l'histoire d'un super-héros qui a été créé par lui-même. Donc c'est lui-même qui a créé un super-héros pour en faire un film, et c'est pas mal un succès. Alors moi j'ai essayé de le voir, j'ai un peu décroché sur Darkman. On imagine que ça a été donc charnière pour qu'il puisse réaliser sa trilogie Spider-Man quelques années plus tard, 10 ans après. Il est retourné à l'horreur avec un film vachement chouette qui s'appelle Jusqu'en Enfer en 2009, donc juste après Spider-Man, où une banquière se voit jeter un mauvais sort par une cliente gitane à qui on lui a refusé un prêt. Donc ça va aller chercher un peu la culpabilité de la banquière dans un film d'horreur, c'est assez fun. Ouais. Il est allé un peu dans le fantastique. Il y a eu une reprise du Magicien d'Oz dans les années 2010. Et en 2026, il sort un nouveau film qui s'appelle Send Help. Donc une employée martyrisée par un patron type start-upper imbu de lui-même. Et en fait, tous les deux se retrouvent, elle et son patron, sur une île déserte après un crash d'avion. Et ça a l'air assez génial. Okay. En gros, elle va un peu se venger de ce gars-là. C'est assez cool. J'aime ses idées. Ouais. C'est un peu un ami des frères Cohen. D'ailleurs, ils ont coécrit des films ensemble, dont un particulièrement qui est Le Grand Saut. Donc voilà, pour faire un petit tour de Sam Raimi, d'où il vient, qui c'est que c'est, voilà. Il a souvent une belle vision, je trouve, sur ses films, et il en a eu une belle en tout cas sur Spider-Man. J'ai une question un peu con. C'est lui qui a fait les 3 là, avec Tobey Maguire. Oui, tout à fait. C'est lui qui a fait les 3. Donc là aussi, on sent dans les 3 films, quand on les regarde, qu'il y a un peu une continuité. Ouais, c'est ça. Même si le 3e est un peu spé, mais c'est vraiment une histoire d'adolescent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vraiment il y a l'explication, tu sais, au début, il visite un laboratoire qui parle des araignées. Et en fait, la dame, elle explique les capacités des araignées.
Et en fait, finalement, ça explique les futurs pouvoirs de Spider-Man. J'avais pas particulièrement fait ce lien jusque-là. Et donc, notamment, le 6e sens, là, que tu disais, le sens... les sauts qu'elle peut faire, et lui, il va en faire des gigantesques aussi pendant le film, la puissance de l'attraction de la toile, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire le lien là, au début, de me dire, en fait, ils expliquent tout le film, presque. Enfin, ils expliquent le personnage avant même qu'il arrive, quoi. Donc... Cette scène est vraiment assez bien foutue dans le... Ok, on va condenser tout le truc pour que ce soit facile. Bon, alors, cette araignée, elle fait ça, cette araignée, elle fait ça. Bon, on a pris tout ça, on l'a condensé dans une araignée, toute seule, et on comprend que cette araignée, elle est pas là, elle s'est échappée, elle est rouge et bleue comme Spider-Man, et puis elle va aller mordre Peter Parker, et quand Peter Parker se fait mordre, derrière lui, il y a un écran avec une ADN qui tourne et qui se casse et qui machin. On peut dire que c'est aussi un peu avec des gros sabots, mais en tout cas, c'est très rapide et c'est très efficace. En même temps, comme ça, il y a ce truc où tu passes pas 1000 ans à comprendre pourquoi il a tel pouvoir. Enfin, tu vois, il prend un peu le temps de découvrir ses pouvoirs. D'ailleurs, je trouve incroyable les scènes des découvertes des pouvoirs, tu vois. Mais pour autant, après, ils étendent. Tu vois, c'est pas juste un petit ennemi à abattre. Il y a vraiment plein de trucs qui se jouent autour. Je trouve qu'ils sont allés vite sur la découverte de pourquoi il a tel pouvoir ou pourquoi il a tel pouvoir. Ça permet derrière d'avoir du temps pour travailler sur d'autres choses, quoi, pour expliquer d'autres situations. Ouais. Le début du film, il va prendre le bus pour aller au labo. À partir de ce moment-là, bon, ils expliquent assez rapidement le lien avec Mary Jane, à quel point il est amoureux d'elle, à quel point il est aussi complètement bully par tout le monde. Il a un ami, c'est Harry, qui a un problème avec son père, il est riche, son père est riche, il rencontre son père, hop, tac, on va au labo, tac, il se fait mordre, et hop, ok, on passe à autre chose. Et là, la découverte des pouvoirs, ça prend le temps. Ça prend le temps, et qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'on a... On voit plus ça, là, mais... non, mais c'est clair. C'est vraiment... C'est du matin au réveil jusqu'à même les jours qui suivent. Tu le sens qu'il y a vraiment un truc où il découvre chaque chose, et en plus dans des situations assez cocasses. Enfin, que ce soit dans sa chambre, là, quand il voit qu'il a la vue qui est parfaite, la scène du plateau dans la cafétéria. Enfin, je trouve ça génial. La marche sur le mur, cette scène, elle m'a matrixée quand j'étais petite, et je me souviens que tu m'as expliqué comment ils avaient pu la tourner. Et j'étais là, waouh, mais c'est des menteurs, en fait, le cinéma. Mais le cinéma, c'est du mensonge. Mais du coup, la découverte des pouvoirs, comme tu dis, donc avec le plateau à la cantine, et puis la manière dont il récupère le plateau, oui c'est ça, le plateau de Mary Jane qui vient de glisser et tout ça, le fait dans sa chambre où il tire toutes les toiles et puis il fracasse tout, et puis là on rejoint, je crois, le côté cartoon qu'aime Sam Raimi. Mon truc préféré, moi, de la découverte des pouvoirs, c'est quand il essaye de faire ressortir la toile en haut de l'immeuble. Et il sort tout ce qu'il peut, avec toutes les formes de mains possibles. Filament, vol, emporte-moi toile, emporte-moi. Filament, vol, emporte-moi toile, emporte-moi. Shazam, vol, fil, vol, tisse, toile. Ça met du temps aussi avant que le costume arrive. Ça donne plus de force quand il arrive, parce qu'on le connaît tous, le costume de Spider-Man. C'est aussi une scène très épique, hein, le moment où il dessine... où il dessine son costume. Oui, très BD là, pour le coup. D'ailleurs, en parlant BD, toi t'avais les BD Spider-Man. J'adorais quand tu les lisais à côté de moi, parce qu'il y avait un truc un peu, je pense, ça devait faire un peu ASMR, j'en sais rien, mais le papier était glacé. Enfin, il y avait un truc, j'aimais trop quand tu lisais Spider-Man à côté de moi. Ok. Juste, je sais pas, le fait de... Je sais pas si c'était le bruit des pages qui tournaient ou le contact des doigts sur les pages, j'en sais rien, mais j'aimais trop. Ok. Bah, oui. Voilà, c'est une confession que j'avais à te faire. Non, mais je le savais pas, c'est cool. C'était un recueil des comics. Je pense que c'était les tout premiers, donc écrits par c'est Stan Lee, vraiment, parce que je pense que tu sais, le truc avec les comics, c'est que souvent il y a plein d'histoires différentes par plein d'auteurs différents qui reprennent l'histoire pour en faire quelque chose à leur sauce. Ce qui fait qu'il y a plein de Spider-Man différents, il y a plein de... C'est la culture comics. Moi, je pense que j'avais un peu les premiers, donc vraiment ça se passe dans les années 60. Alors c'est plus Spider-Man qui ressemble pas au Spider-Man du film. Ouais. La bande dessinée que je lisais, par exemple, il tire pas de toile par ses poignets, tu sais. Il a confectionné une machine qui lui permet de tirer des toiles, donc il a des recharges. C'est un truc qu'on voit, je pense, dans le Spider-Man d'Andrew Garfield. Oui, et de Tom Holland aussi, parce que ils ont fait un multivers où ils regroupent les trois. Et du coup, j'ai découvert qu'ils avaient une machine pour faire le truc. Je sais, c'est même pas des vrais Spider-Man. Mais en fait, non. C'est Tobey Maguire qui est pas comme de base. C'est ça, c'est une liberté qui a été prise, pour le film avec Tobey Maguire, ouais, tout à fait. D'accord, je savais pas. Ok. Bah alors, est-ce qu'il y a d'autres Spider-Man où là, vraiment, ça sort de leur poignet? C'est possible dans les bandes dessinées qui ont été faites, en tout cas, truc des années 60, parce que tu sais, Peter Parker restait une sorte de, pas un geek, mais un scientifique, quoi, un gars qui faisait des petites machines, des petits machins. Il restait photographe aussi. C'est pareil, il était pas, alors je sais pas, les recueils que j'avais,
savait, il était pas tant amoureux de Mary Jane. Il la connaissait même Oui, pas. c'était la secrétaire du journaliste, Oui. c'est ça? La secrétaire de Jonas Johnson, là, Jonas Johnson. Et d'ailleurs, on voit, il y a un petit clin d'œil dans le film où, tu sais, il va la voir pour lui dire qu'il est embauché. Je m'appelle Peter Parker. Je suis photographe. Oui, ça se voit. C'est genre, il dragouille un peu, je pense. C'est un moment où Mary Jane est avec Harry, et donc lui, il essaye peut-être quelque chose vite fait, quoi. À la Peter Parker. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils l'ont peut-être un peu moins exploité, le côté fou de science dans ce film-là. Pas vraiment. Ouais, à part pendant la visite où il explique un truc à Harry qui dit « je m'en fous », mais en fait derrière il va le raconter à Mary Jane. Oui. À part ça, il est plus orienté sur la photo, mais pas tant sur les sciences. Ouais. C'est vrai. Alors il y a aussi ça, et puis les moments où il parle avec Norman Osborn, tu sais, on comprend que le père d'Harry aurait peut-être aimé avoir, que genre c'est le fils idéal qu'il aurait aimé avoir parce que Peter Parker a tout lu ses travaux et puis que machin. Dans le deuxième film, par contre, il y a un peu plus ça, parce que je crois que c'est pareil, hein, le Docteur Octopus, c'est un scientifique qui met au point quelque chose de technologique. C'est ça, puis il cherche à travailler pour lui, du coup il veut l'interroger pour son mémoire ou un truc comme ça. Enfin, il y a un truc pour ses études où il doit le voir, justement. Tout à fait. Je crois que c'est comme ça qu'il rentre en lien avec lui. Je m'étais noté, moi, que la scène de Norman Osborn face au miroir où il se parle à lui-même, elle est quand même assez incroyable aussi. Il est flippant, Willem Dafoe. Ouais. Petite, je l'ai découvert avec ce rôle-là, donc pour moi, ce sera toujours le méchant, quoi. Je pense que même si je le vois gentil dans un film, je vais dire, bah non, c'est le bouffon vert. C'est le seul super-héros que j'ai regardé, je crois. Enfin, j'ai dû voir le Dark Knight, mais sinon, j'ai jamais trop regardé les films de super-héros. Ce que j'aime énormément sur ce personnage, c'est que toutes ces figures, tout ça, ils dansent, quoi. C'est trop beau. Oui, vraiment. J'aime trop. Puis c'est, tu sais, pour penser au dessin ou pour penser à des trucs comme ça, c'est vrai que c'est le personnage qui doit être assez passionnant à dessiner. Vu que son costume lui colle à la peau, et qu'il est un peu agile dans plein de trucs, il peut faire plein de poses différentes. Ça doit être vraiment fun quand tu sais dessiner, de faire Spider-Man. Mais carrément, toutes les postures où il est sur les toits, il est soit accroupi, soit une jambe tendue, une jambe pliée, mais ça met... Il est dynamique partout. C'est ça, il est dynamique et souple. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore le rendu des textures dans ce film. Est-ce que ça te parle quand je dis ça? Oui, je crois que je le vois. Que ce soit le costume, la pierre, par exemple dans la scène finale où il se bat avec le bouffon vert, genre, je sais pas, il y a comme une impression que les textures sont palpables dans le film et c'est trop bien. Ouais, il y a un truc où j'ai pas réussi à le mettre par écrit, mais à chaque fois ça me fait ça. Les gants en cuir à l'enterrement d'Osborn à la fin. Elle lui fait un câlin, elle lui caresse les cheveux avec ses gants. Il y a un truc. Oui, c'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vrai que c'est un film qu'on peut presque toucher, quoi. Mais je suis d'accord. Même le costume de Spider-Man est trop bon, quoi. Je savais pas qu'il était au musée du cinéma, enfin de la miniature et du cinéma à Lyon. J'étais face au costume, je disais, mais c'est incroyable. Il est là, le costume, tu vois. Oui. Putain, je savais pas. Ah, mais je l'ai pris en photo, j'étais une fangirl devant le truc, quoi. J'étais là, je pourrais presque le toucher, quoi. Enfin, vraiment, c'était... Par rapport aux textures, c'est aussi le moment à Times Square. Ah, oui. Les ballons. Oui. Non, mais les ballons. Je l'ai en tête depuis tout à l'heure, je l'ai perdu, donc j'arrivais plus à... J'étais là, bon, c'est pas grave, tant pis. Il y avait un autre truc texturé que je voulais dire, mais c'est ça, les ballons. Les ballons. Quand il saute dessus, là. Oui, même quand le bouffon vert passe sa main, puis tu sens que son passage fait des vagues sur le ballon, je sais pas, c'est quand même assez dingue de penser à ça ou de penser à le faire, parce que je suis sûr ils ont pensé à le faire. Même le balcon où ils sont, Mary Jane, tout ça, même sa robe à elle en soi, enfin tu vois, il y a vraiment un truc sur les matières dans ce film, Oui, tout à fait. On peut pas ne pas parler de ce Spider-Man sans parler de la ville de... Donc c'est un film effectivement qui rend hommage à la ville de New York, non seulement ses buildings et tout, parce que de toute façon, vu que Spider-Man est un personnage qui évolue en 3D complètement dans une ville avec plein de buildings et tout, c'est toujours assez incroyable de voir ça. Mais aussi les habitants de New York, je trouve qu'ils ont une belle place dans le film. Oui, c'est vrai. Quand Spider-Man commence à faire des trucs pour sauver les gens ou pour aider les gens, parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, on le voit pas faire plein de scènes les unes après les autres, mais on voit aussi à travers comme si des gens étaient interviewés, et ces gens qui sont interviewés, c'est plein de gens différents qui ont plein d'avis différents, et ça fait comme si c'était un journal qui allait faire un micro-trottoir, et c'est vraiment cool. Ça ancre dans le réel et c'est trop bien, quoi. Je crois que c'est un être humain, enfin un homme je veux dire, ou même une femme. Lève les mains en l'air, ça envoie des fils. Et il grimpe sur tous ces fils comme sur une toile. Sûrement une espèce de travelot, c'est sûrement un barjot. C'est un ringard, je déteste ce type. Un type avec 8 mains.
Excitant. Il a ce collant génial et ça lui serre les bouts. Oui, c'est vrai qu'ils sont très présents. Tu sens que c'est une ville pleine de vie, quoi. Il y a tout Ouais. le temps du monde dans les rues. Plein de gens différents, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Dans le métro, là, notre ami Ah, il Spider-Man. est drôle celui-là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça crée une légende et tout, c'est pas mal. À la fin, genre, c'est New York qui va sauver Spider-Man en envoyant des débris sur le bouffon vert pour Oui, que... c'est vrai. Viens par ici, affreux! On a un petit cadeau pour toi! Laisse Spider-Man tranquille! Tu t'en prends à un type qui veut sauver une bande de gosses? Ouais, allez, va te faire voir! Tu t'en prends à l'araignée, tu t'en prends à New York! T'en prendre à l'un d'entre nous, c'est comme t'en prendre à tout le monde! Puis je trouve ça assez fun. Oui, Mais parce que de ça toute met des façon... frissons un petit peu. Oui, c'est ça. C'est un film plutôt enfantin, en fait. Enfantin, naïf. Le film est bienveillant avec New York, est bienveillant avec Spider-Man. Je trouve qu'il y a des punchlines assez sympas dans ce film. Du coup, je t'ai préparé 4 répliques qu'il va falloir que tu complètes. Ok. On est la scène de baston après la cafétéria. Et il y a Mary Jane qui dit à Harry « Harry, va l'aider !» Que dit Harry ? Mais qui? Ouais, mais lequel ? Mais lequel? Oui, mais lequel? Harry va l'aider. Comment il a fait ça? Mais lequel? Je trouvais ça tellement drôle. Mais lequel ? Mais lequel? Là, une réplique pas forcément drôle, hein, mais à la sortie de son combat de catch, pareil, on reparle des textures, mais les muscles du catcheur là, Oui. il y a un truc oui. très texturé, hein. Oui, vraiment. Donc il sort de son combat de catch et il laisse passer le voleur avec l'argent dans l'ascenseur. Oui. Le gars lui dit « Je comprends pas, t'aurais pu l'écraser ce mec. Maintenant il est parti avec mon fric. » Que répond Peter Parker ? Je vois pas en quoi c'est mon problème. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon J'ai problème. pas bien compris en quoi c'était mon problème. Je comprends pas, t'aurais pu l'écraser, ce mec. Maintenant, il va se casser avec mon fric. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. C'est très drôle parce que, écoute, j'ai vu un montage Instagram, Spider-Man, si il avait pas bien compris en quoi c'était son problème. Et donc, à chaque fois qu'il arrive pour aider quelqu'un, genre, Spider-Man, viens m'aider. Et j'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Tu sais, genre la dame qui a son bébé dans le feu, là. Enfin, tu sais, son bébé dans la maison en feu, là. Et bah toujours pendant le catch. Alors cette fois c'est pendant le match de catch. Spider-Man grimpe au barreau et le gars lui dit « Qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Que répond Peter Parker ? Ah, il fait une vieille punchline à la Spider-Man, là, un peu drôle et débile, là, mais je me souviens plus. Ah ouais, là, je l'aurais plus. Je prends mes distances, mon grand. Ouais, c'est tout. Il parle de son costume, genre sympa ton... Je sais plus ce qu'il dit. C'est ta maman qui te l'a fait ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et je prends mes distances, mon gros. Il est mignon ton maillot. C'est ton mari qui te l'a offert? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très des punchlines à la Spider-Man et j'ai l'impression que dans les suivants, ils en abusent un petit peu de ces punchlines. Ouais, mais tu vois, ben en fait c'est ça dans la bande dessinée aussi. Ok. Et de toute façon c'est son alias, c'est son personnage qui a de l'assurance et c'est vrai que c'est pas le cas du tout quand Peter Parker est Peter Parker, il peut pas faire ça quoi. C'est un peu le côté relou de Spider-Man, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus si c'est dans les suivants de Sam Raimi ou si c'est dans les New Generation, justement, où ils abusent un peu de... Parce que du coup, ils sont 15 à être Spider-Man et à faire à chaque fois qu'ils tissent une toile une réplique Une ou blague, une punchline et c'était là. C'est bon, là. Genre... Ouais, c'est le côté mesquin, un peu Ouais. amusé, il s'amuse quoi. Mais j'adore l'idée de base. Mais si c'est abusé derrière, bon... En fait, c'est un travail compliqué, les petites répliques ouais. à la con de Spider-Man, faut savoir les Ouais, faire. c'est ça. C'est ça. Peter sort les poubelles et il croise Mary Jane. Ils discutent tous les deux à l'extérieur. Et ils ont une discussion très profonde, tous les deux. Et Mary Jane lui dit « C'est drôle, t'es plus grand que ce que je croyais. » Que dit Peter Parker ? J'ai le dos voûté. T'es plus grand que je croyais. J'ai le dos voûté. Redresse-toi. Oh, en parlant de texture, pareil, la goutte de sang dans la... Oh oui. Mais oui, non mais... Putain, mais carrément. Un film de texture, voilà, c'est des C'est textures. un film de texture. Il est texturé ce film. Mais je suis d'accord. Mais pareil, je voulais le mettre par écrit. J'étais là, comment je vais lui expliquer ? J'adore la goutte de sang. Il y a un truc, tu sais. Mais écoute... Mais t'as utilisé le bon mot, c'est la texture. Je crois que c'est ça, ouais, c'est la matière. C'est un film de matière. Ouais, la matière. Voilà. Si on fait un peu de théorie. C'est drôle, hein. Et c'est quelque chose qui me manque. Bah, je pense que c'est juste une vision artistique, quoi, une volonté de vraiment travailler le détail. Parce que les murs, vraiment, les murs, ils paraissent pas très vrais au final quand ils se battent dans la ruine là, à la toute fin, mais ça donne une impression de poussière. Peut-être j'ai envie de les manger, les murs, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Est-ce que tu pourras isoler cette phrase, la répéter régulièrement dans le podcast ? Mais oui, je comprends. J'ai un peu envie de manger les gants
Les gants en cuir à l'enterrement. Bon, bah voilà, toi aussi, t'as ton truc. Donc, on a envie de manger les murs, les gants en cuir. Bah, un peu, ouais, mais le costume, t'as pas forcément envie de le manger, t'as envie de le câliner, le costume. T'as envie de le tu porter. vois. Quand il prend des photos, Oui. il y a un truc aussi, hein, à l'image. Le flash. Pas tant le flash, mais tu sais, quand tu vois l'intérieur de l'appareil, tu vois le rond, la petite croix, enfin, tu vois, quand il prend Mary-Jane à côté des araignées, tu vois l'intérieur de l'appareil. Est-ce qu'on n'est pas en train de trop en faire, peut-être? Mais oui, je suis d'accord. Peut-être. Non, moi, je ça suis faisait d'accord. partie avec la goutte de sang et les ballons de Times Square, tu vois, et les gants. C'est des Bien trucs sûr. que j'adore voir, mais que j'explique pas. C'est un film qu'on déguste. J'adore. Les feuilles, mais c'est ça. Moi, je voulais parler de ça. Dans la texture, c'est les feuilles dans le cimetière aussi. Ça aussi, c'est des choses qui sont obligatoires. Je suis désolé de retourner là-dessus, mais les feuilles, c'est la même chose. Les feuilles d'automne qui sont posées dans le sol et tout dans le cimetière, c'est pareil. Je suis sûr que ça a été pensé pour que ça donne cet effet-là. C'est sûr et certain. Tu sens que c'est un personnage presque à part entière, les feuilles d'automne dans ce cimetière. Oui, tout à fait. Le vent, les feuilles, l'automne. Ouais. Ah, On est bien, c'est l'automne. Les cheveux rouges de Mary-Jane et tout, Oui. ça fait très... Il y a un goût de la mise en scène, c'est vrai. Et c'est ce qui manque effectivement dans les Marvel, je pense. En fait, je dis ça, mais je les ai pas vus, donc je peux rien dire, excuse-moi. Mais c'est ce qu'on ressent. Des gens disent que c'est des films oubliables, parce que probablement qu'il n'y a pas forcément une vision comme ça, ou du moins un attachement aux détails, parce que ça doit se faire vite et ça se fait avec beaucoup de monde et il n'y a pas vraiment une vision. Oui, c'est ça. Puis c'est l'action, quoi. Oui, sauf quand c'est réalisé, je pense que Sam Raimi a réalisé un Doctor Strange. Ça m'intéresserait de voir à quoi ça ressemble. Je pense que le dernier ou l'avant-dernier a été réalisé par Sam Raimi. Ah oui, c'est récent ça. Donc peut-être que c'est pareil, c'est un film qu'on veut manger, ça se trouve. Peut-être, on se regardera ça puis on se dira si on a eu envie de le manger. Si on a eu faim. Je pense qu'on a dit à peu près ce qu'il fallait dire, puis si on a oublié des trucs, c'est pas grave. De toute façon, foncez le voir, c'est un joli film qui n'est pas... qui est vraiment génial. Voilà. Est-ce que tu nous ferais pas ta petite carte blanche ? Ma carte blanche à moi, j'ai envie de parler de quelque chose qui m'est arrivé cet été. Cet été, certains événements m'ont amené à m'intéresser aux légendes arthuriennes. Je vais pas parler de Kaamelott. Ça a pas grand chose à voir. En fait, je me suis attelé, grâce à ces événements, à la lecture du Chevalier à la charrette, ainsi que de Perceval et le Comte du Graal, également de Chrétien de Troyes, mais aussi à d'autres livres de littérature médiévale, comme le Roman de la Rose de Guillaume de Loris et Jean de Meung. Bref, cet été, il y a quelque chose qui a éclos, qui germait en moi depuis quelques temps quand même. J'avais comme une sorte de petite fascination pour le Moyen-Âge, mais je la tenais un peu loin, ou du moins je la regardais de loin. Un goût prononcé, donc, peut-être éphémère, donc pour ce type de littérature. J'ai également suivi un tuto pour dessiner à la manière d'une enluminure. Mais non. Oui, je me suis dessiné en enluminure, en prêtre un peu, c'est marrant. Il y a aussi un ami qui m'a fait découvrir l'artiste Mountain Realm et son album Shadowlorn. C'est genre du médiéval synthétiseur, donc c'est super doux à écouter. C'est comme des petites musiques qui peuvent se mettre en fond et c'est fait avec un synthé, mais ça ressemble beaucoup à du médiéval. C'est un peu geek, un peu fun. Enfin, dans ma playlist en boucle sur Spotify se trouve le titre Le plus grand poisson de Longemer de Inondation brutale. Donc c'est un titre électro-médiéval qui relate une légende de pêche au brochet par Charlemagne dans le lac de Longemer. Bref, ça peut paraître présomptueux, mais en fait je ne suis pas original. Je suis tout à fait en accord avec mon époque qui considère le médiéval comme le summum du hype pour certaines personnes. Oui, l'esthétique Moyen-Âge revient sur le devant de la scène. On se souvient de certaines reprises de musique à la manière d'une musique médiévale, donc des musiques connues, genre Gangsta Paradise, Slim Shady, Blue Dabadi Dabada, mais aussi des contes de mèmes médiévaux qui comptent pas mal de gens qui suivent ça. Bref, pourquoi ça revient ? C'est une question que je me suis posée, une question que je me pose à moi-même aussi. Pourquoi je suis si intéressé que ça à tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour pouvoir répondre à ma question, il y a un mois, je suis tombé sur un reportage de Trax, donc l'émission de culture underground d'Arte, qui s'appelle Pourquoi le Moyen-Âge nous fait fantasmer. On nous présente entre autres 3 artistes. Il y a d'abord un peintre qui peint des scènes d'apocalypse, de dérèglement climatique et de tout ça à la manière du Moyen-Âge, de manifestations, de trucs comme ça, en reprenant un peu le style de l'art flamand à la fin du Moyen-Âge. Et un interprète de chant grégorien qui mêle donc le chant grégorien et la techno. Et il y avait une artiste un peu plasticienne qui fait des décoctions et autres installations inspirées du Moyen-Âge, et puis qui va aller chercher un peu tout le penchant féministe du Moyen-Âge en tout cas. Ce que disent ces 3 auteurs sur cette question-là, donc chacun a un peu une réponse différente. Et le premier, donc qui est l'artiste chanteur
de chant grégorien, il parle d'une forme d'austérité qui semble lui parler. Donc je rejoindrai un peu parce qu'effectivement on termine la période du Moyen-Âge avec la découverte de l'Amérique et donc le début des empires coloniaux et la naissance d'une opulence occidentale qui arrive après. La volonté de revoir le Moyen-Âge comme un lieu où on était un peu plus austère et peut-être un peu moins dans le too much, c'est peut-être ça qui appelle les gens. Le peintre, lui, parle d'une époque qui est quand même plus fantasmée que réelle, parce qu'on a à peu près pas mal perdu de ce que c'était que le Moyen-Âge à l'époque. Ça a été décrié pendant longtemps. Et donc, il dit que c'est une forme utopique de retourner vers le passé pour penser l'avenir. Le Moyen-Âge a été traversé par la peste noire et par d'autres choses qui ont décimé pas mal la population européenne et d'autres trucs. Peut-être qu'on voit beaucoup de points communs entre l'habitant supposé du Moyen-Âge, fantasmé du Moyen-Âge qu'on se fait, et nous, dans nos défis contemporains et nos problématiques plus ou moins écologiques ou politiques et tout ça, on y verrait un lien et on y verrait comme une forme de refuge aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal vrai et je pense que c'est un peu ça qui se joue chez moi et j'avais envie de vous enjoindre à aller voir déjà ce documentaire, donc Trax, l'émission sur YouTube qui s'appelle Pourquoi le Moyen-Âge nous fait fantasmer. Je vous conseille très fortement pour un peu de cocooning médiévalo synthétique, donc Mountain Realm de Shadowlorn et effectivement la chanson trop cool, le plus grand poisson de Longemer d'inondation brutale. Voilà, c'était ma carte blanche. Tu sais, il y avait une tendance ces dernières années où les femmes demandaient aux hommes à quelle fréquence tu penses à l'Empire romain. Est-ce que toi tu penses souvent à l'Empire romain? Non, je pense pas tant. Donc est-ce que ton empire romain à toi, c'est le Moyen-Âge? Peut-être, mais je pense que c'est au-delà de ça. Il y a quand même un côté masculiniste, effectivement. Tu vois, par exemple, des youtubeurs d'extrême droite ou un peu fascistes, comme par exemple Papacito ou des gens un peu comme ça, là, qui prônent un Moyen-Âge chevaleresque. Je crois qu'ils voulaient même faire un film, le plus grand film français, tout pourri, sur le Moyen-Âge, en mettant en valeur la chevalerie. C'est aussi pas mal ça que transpire le Moyen-Âge, du moins fantasmé, de l'extrême droite. Et je pense que l'Empire romain, c'est peut-être un peu la même chose, passé qu'on désire, quoi. Mais je crois que c'est pas tant ça, moi, qui m'appelle dans tout ça, c'est plus vraiment... Enfin, je suis très au courant qu'on peut pas savoir ce qu'était réellement le Moyen-Âge. Et c'était certainement pas juste la chevalerie comme peut le prétendre l'extrême droite ou des choses comme ça, là. Et là, on fait de la politique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un peu relou, là, mais je pense que c'est très fantasmé aussi de leur côté, mais eux, ils considèrent que c'est vrai. Non, mais je peux comprendre un peu ce truc de... En fait, c'est une époque, elle a presque l'air fictive, en fait. Mais parce qu'il y a eu beaucoup aussi d'histoires un peu sur les dragons et les chevaliers. Enfin, tu vois, ça fait très... Oui, l'héroïque fantasy. Il y a eu un mélange d'époques. Ouais, tu vois. Ouais. Et je comprends un peu ce truc de c'est pas palpable, c'est vraiment... ça paraît tellement abstrait et en même temps fictif. Enfin, je comprends que ça puisse créer de la fascination un peu. Ouais, mais c'est sûr. Et puis même le peintre, en fait, il raconte qu'on a tout perdu. On a perdu la plupart des choses du Moyen-Âge parce que après ça a été une période tellement décriée, tellement en gros il faut l'oublier parce que c'est pas une période géniale, qu'au final on se retrouve avec un trou qu'on peut remplir comme on le souhaite. Ouais, je pense que c'est en ça que c'est fascinant aussi, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'ai, avec quoi j'ai grandi et qu'est-ce qui est finalement à peu près sûr de qu'est-ce qui était la vie à l'époque, quoi. Ouais, qu'est-ce qui était réel, et même avec la langue, en fait. Donc les livres de Chrétien de Troyes que j'ai sont des livres en bilingue, donc t'as le texte original sur la page de gauche et puis t'as le texte traduit sur la page de droite, donc c'est marrant de voir que de toute façon, même si on retournait au Moyen-Âge, on comprendrait pas les gens avec qui on parlerait. Ouais, c'est ça. C'est clair et net qu'ils parlaient pas comme on parle. C'est vertigineux et c'est un réconfort, ouais. Quelque chose qui est loin mais qui est proche en même temps, qui fait partie de notre histoire mais qui est un peu disparu, qu'on peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur aussi, mais il faut toujours se garder en tête qu'on y met ce qu'on veut parce que on sait pas qu'est-ce qui était vrai. Oui, puis c'est une période tellement large aussi qu'il y a eu 1000 choses. En plus, c'est 1000 ans, quoi. Ouais. Parce que le Moyen-Âge, même le Moyen-Âge en soi, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Oui. Ça veut rien dire. Voilà. Et toi, ta carte blanche ? Moi, de base, j'avais une autre carte blanche en tête, la fois où on s'est appelé pour parler du podcast. Mais en fait, il se trouve qu'entre-temps, je suis allée à un concert et que ça fait une semaine et j'ai encore la tête au concert. Donc... Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Terre Noire. C'est un groupe de musique stéphanois composé de 2 frères, Raphaël et Théo. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes et depuis 2017, ils ont sorti un EP et 2 albums. Ce sont des chansons de variété française, tantôt pop, tantôt électro, tantôt un peu de tout finalement. Et on y retrouve des textes engagés, des déclarations au corps vieillissant, des textes où ils se livrent, c'est très très riche. Il y a plusieurs de leurs musiques que j'aime énormément.
je vais t'en citer quelques-unes. L'alcool et la fumée pour sa musicalité entraînante qui donne très envie de bouger. Alma pour la profondeur de ses paroles. Ça va aller parce qu'elle allie parfaitement la mélodie et le sens des mots. C'est le genre de chanson qui te prend dans ses bras, tu vois, qui te fait un petit câlin. Un peu comme le costume de Spider-Man finalement. Oui, qu'on a envie de manger. Bref, ça c'était pour présenter le groupe. Ce groupe, je les ai découverts en 2022 en concert parce que j'ai accompagné une amie. J'y allais en connaissant 2-3 chansons. Mais t'as pas idée de l'atmosphère dans laquelle ils m'ont mise. Enfin vraiment, c'était incroyable le concert. Le lendemain, j'avais acheté un vinyle sur place. Le lendemain, je me passais le vinyle en boucle chez moi. J'en pleurais dans mon salon. Ils m'ont retourné le cerveau. Tu vois le truc ? Ouais, je vois. Du coup, on est allé au festival qu'ils ont créé en 2023. Pendant un week-end à Saint-Étienne. C'était un week-end un peu hors du temps parce qu'on y découvrait d'autres artistes, mais aussi parce qu'ils avaient mis en place plein de choses pour créer de l'échange entre les gens. Il y avait un coin lecture pour les enfants animé par la médiathèque du quartier. Il y avait un match de foot qui était mis en musique par un orchestre du quartier aussi. Et eux deux, dans tout ça, ils se promenaient dans le parc du château où avait lieu le festival. Donc c'est hyper accessible. Enfin, il y a vraiment un truc de proximité entre les gens. C'était vraiment un week-end, mais incroyable. C'est là que j'ai fait la chenille avec Louis Delort. Oh oui. Mais ouais, franchement, c'était incroyable. Et cette année, donc, ils ont sorti un nouvel album et là, ils réinventent leur tournée, c'est-à-dire qu'ils régionalisent, parce ils ont quand même une conscience écologique très prononcée. Ils régionalisent en restant plusieurs jours dans la ville et en organisant des temps de rencontre. Donc, par exemple, ils vont monter une chorale temporaire pour performer le soir du spectacle. Ils vont faire des ateliers d'écriture, des ateliers de cuisine. Enfin, il y a différentes choses. Et ils rencontrent les gens, les vrais gens, les personnes âgées, les ados, les personnes les plus démunies. Il y a vraiment un aspect social qui est au cœur de leur pratique. Et du coup, ce vendredi 31, je suis allée à leur spectacle à Lyon et je me suis encore régalée la gueule. Au-delà des chansons, au-delà de chanter, de danser, de passer d'une ambiance de boîte de nuit à une douceur extrême, à de la manif politique, on a vraiment senti un vrai échange avec le public. Pas seulement quand ils papotent entre les chansons, parce qu'ils le font pas tant que ça, mais dans les regards qu'ils échangent avec le public, les harmonies qu'ils nous font faire sur certaines musiques. Enfin, c'était vraiment un vrai moment d'échange, avec tout le monde. Okay. On est ressortis, mais comme des groupies avec ma pote. Vraiment des étoiles dans les yeux. Je crois que pour ce qu'ils représentent et pour la douceur et l'énergie qu'ils nous apportent sur scène, je me lasserai jamais de prendre mes places de spectacle. Il y a quelque chose, quoi. Un groupe que j'adore, quoi. J'ai découvert sur scène et il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'on va les voir en spectacle. Donc voilà. Bien. C'était Terre Noire. Donc tu vas les revoir en concert, c'est sûr et certain, ça. Oui, certainement le 28 mars. Moi, ok, c'est déjà booké. Certainement, ouais. De toute façon, les Stéphanois, ils sont cool. Bah franchement, j'en connais pas beaucoup des artistes stéphanois, mais là il y a vraiment un truc, tu sens qu'ils sont là pour rencontrer les gens et ils en parlent parce que leur festival ils l'ont fait qu'une année et ils disaient que c'était pour aussi avoir le temps de faire d'autres choses, qu'ils veulent pas se presser à faire des festivals tous les ans. Ouais, bien sûr. Donc l'idée c'est de faire quand ils ont le temps et de profiter des tournées. Ils font des trucs différents à chaque tournée, quoi. Donc c'est pas juste on vient, on chante, on part, quoi. C'est vraiment des expériences. Trop bien. Ouais. Voilà. Cool. Et donc c'est ainsi que se termine le premier épisode de la saison 2 de Bip Zip Trip, si on peut dire ça, non ? Oui. Ouais. Donc on est déjà a à la eu des vacances, quoi. Saison 2. ouais, tout à fait. Ça fait un peu plus d'un an, là. Donc si toutefois l'un ou l'une d'entre vous nous écoute, on espère que vous avez passé un bon temps avec nous. Où que vous soyez, n'oubliez pas de garder vos émetteurs récepteurs en bon état pour que la communication ne soit jamais brouillée. Si vous souhaitez partager quelque chose, n'importe quoi avec nous, vous pouvez nous laisser un commentaire sur votre plateforme préférée, Instagram, ou nous envoyer un courriel à bipziptrip@gmail.com. On en parlera avec grand plaisir lors du prochain épisode. Que les tempêtes ne soient pas trop intenses et que les vagues n'ébranlent pas trop la structure de votre phare, on se dit à bientôt. À bientôt. Les murs, j'ai envie de les manger.